Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Mardi Médical. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yves Valérie Pouna, doctorat en médecine générale, promoteur du Mardi Médical. Donc nous allons parler ce soir d'un thème qui touche à la spécialité médicale appelée gynécologie, gynécologie obstétrique. Il s'agit du syndrome des ovaires micropolykystiques, connu aussi sous le nom de syndrome des ovaires polykystiques. Pour parler de ce sujet, c'est un sujet assez sensible, assez délicat dans la mesure où le diagnostic est rarement posé, en particulier dans le contexte africain. Donc, nous avons jugé adéquat de faire venir un gynécologue, pas un gynécologue déjà sorti, mais un interne en gynécologie, c'est-à-dire ce médecin-là qui est en train de se spécialiser dans la spécialité qui traite des pathologies de l'appareil génital de la femme. Il est ce qu'on appelle un interne. Un instant, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris sur le flyer, l'interne, c'est ce médecin-là qui, après sa 6e année d'études médicales, n'est pas allé sur le terrain avant d'entrer dans un cursus de spécialisation. Après sa 6e année, il est directement entré en spécialisation. Donc, c'est le cas du docteur Guifo. Serge qui va nous entretenir aujourd'hui. Donc, vous me donnez quelques instants, le temps de l'ajouter dans le live et nous allons commencer la présentation. Docteur, si tu es déjà dans le live, s'il te plaît, essaie d'envoyer une demande parce que je ne te vois pas. Un instant, s'il vous plaît. Merci pour ceux qui viennent de se connecter. En attendant qu'on ajoute l'invité, pour ceux qui viennent, pour ceux qui sont déjà dans le live, n'hésitez pas à partager le lien afin que les autres puissent se connecter et que tout le monde puisse participer à cet échange. On attend là l'invité. Lorsqu'il sera connecté, nous allons pouvoir commencer. Docteur Serge, s'il te plaît, si tu es dans le live, essaie d'envoyer une demande pour que je t'ajoute parce que je ne te vois pas. Ou alors tu laisses un message simplement. Bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre le live. Nous attendons que l'invité puisse nous rejoindre et en attendant qu'il soit justement là, n'hésitez pas à partager le lien pour en faire profiter votre entourage. Docteur Serge, s'il te plaît, si tu es dans le live, envoie une demande. Je ne te vois vraiment pas là parmi les invités. Merci de patienter, merci d'être fidèle au Mardi Médical. Soyons patients quelques minutes, le temps que notre invité puisse nous joindre, s'il vous plaît. Merci d'être patient. On a notre invité qui a quelques soucis techniques, mais qui seront en principe résolus sous peu. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Docteur Serge, si tu es dans le live, à défaut d'envoyer une demande, envoie un message. Je n'ai pas vu de demande. Essaye de mettre un commentaire que je puisse te voir dans le fil et donc t'envoyer une invitation, s'il te plaît. Docteur Serge, s'il te plaît, essaye de laisser un commentaire à défaut d'envoyer une demande parce que là, je ne te vois pas dans le fil. On a perdu 6 minutes déjà. Il faudrait qu'on... Voilà, je crois que là, je te vois quand même. Merci de patienter, s'il vous plaît. Je pense que l'invité pourra nous joindre sous peu et on pourra commencer la présentation. Docteur, s'il te plaît, essaye d'accepter l'invitation que je t'ai envoyée déjà là. Normalement, tu devrais déjà l'avoir reçue. Ou à défaut, toi, tu m'envoies une invitation. Bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Nous excusons pour les quelques minutes de retard enregistrés. Malheureusement, notre invité a quelques soucis techniques et nous espérons que ce sera corrigé. Je pense que là, il est en train de nous rejoindre. Bonsoir, Doc. Bonsoir. C'était un souci de connexion. Merci beaucoup, Doc. Je pense que malgré toutes les mauvaises ondes qui ne veulent pas que la séance soit dite ce soir, elle sera en effet dite. Donc, j'avais déjà fait le propos introductif, mais je vais encore dire un mot avant de te passer la parole. Donc, bonsoir une fois de plus à tous. Je vous présente le docteur Guifo, qui est interne en gynécologie obstétrique. Dans le cadre de la médecine des internes, on les définit comme étant les laïceurs, c'est-à-dire ceux qui ont le discours, ceux qui peuvent dire la science, qui sont aussi bons en pratique
en théorie. Donc, vous avez le privilège de l'accueillir ce soir. Il va vous faire part de ses connaissances sur le sujet et surtout de son expérience. Donc, il va vous faire une présentation, comme à l'accoutumée, d'une trentaine de minutes maximum. Après la présentation, je vais reprendre la parole pour essayer de faire un résumé, question de mettre les retardataires sur le même diapason d'échange. Après, quand nous allons passer à notre habituel jeu de questions-réponses. Donc, tu as la parole. Tu peux te présenter une fois de plus et commencer la présentation. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Je suis le docteur Guy Fossèche, interne de gynécologie obstétrique en troisième année de spécialisation. Donc, il m'a été demandé par le docteur. On a des soucis pour t'entendre là, donc je ne sais pas si le problème vient de moi, mais moi, je t'entends à peine en fait. Allô? Ça a un peu bugué là, c'est-à-dire au niveau de l'écran, ton image est figée et ta voix est un peu, elle est entrecoupée. Je ne sais pas si tu as bougé quelque chose ou bien. Allô? Non, non, j'ai pas bougé quelque chose. La Là, voix, maintenant, c'est c'est bon. bon, mais la vidéo, ça met encore. Bon, tu peux reprendre ton propos. Je pense que là, ça va aller. D'accord. Ok, je disais tantôt que je suis le docteur Guy Fossèche, interne troisième année de gynécologie obstétrique. Donc, ce jour, il m'a été demandé par le doctorat Yves le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer directement. Dans le plan que nous allons suivre, nous allons faire une petite introduction, puis parler des généralités pour essayer de mettre en place certaines bases dans la compréhension de la chose et puis donner un peu quelques mécanismes physiopathologiques entrant dans le diagnostic et tels que beaucoup de troubles chez la femme, avec un problème de l'estime de soi chez elle et beaucoup de problèmes d'infertilité. Donc, en définition, on va donc dire que le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un ensemble de signes fonctionnels ici, physiques et paracliniques. Donc, c'est un signe qu'on retrouve chez une femme qui va associer quoi? Ce sont des femmes qui vont venir se présenter ici. Allô? Donc, en définition, donc, syndrome des ovaires polykystiques, ensemble donc, de signes fonctionnels, physiques et paracliniques qui associe ici un trouble de l'ovulation. Donc, c'est une femme qui va avoir des problèmes dans l'ovulation qui sont très longs, donc elle ne pourra pas bien régler. Elle peut aussi avoir des signes qu'on appelle des signes d'hyperandrogénie clinique ou biologique. Ça veut dire qu'elle a un taux d'hormones masculins qui est très élevé. À l'échographie, on peut avoir des ovaires pleurés. Pourquoi est-ce qu'il faudrait parler de cette pathologie? Il faudrait dire que C'est vraiment entrecoupé chez toi. Donc, on a du mal à t'entendre. Je ne sais pas si tu as l'habitude de travailler dans cette pièce-là. Je ne sais pas si c'est elle le problème, mais la connexion est entrecoupée. Tes deux dernières phrases, on ne les a pas reçues. Vraiment pas. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Ça a été entrecoupé. Aïe. déjà, Allô, allô? Doc, on t'a perdu il y a 2 minutes ou 1 minute 30 environ. Donc, après la définition du SOPK, Wow. on n'a plus suivi quoi que ce soit. Est-ce que tu peux reprendre après la définition Donc, tout juste? après Oui, la définition, on entre déjà dans les d'accord. généralités où nous allons donner la définition du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques constitue un ensemble de signes fonctionnels physiques et paracliniques qui associent un trouble de l'ovulation. Donc, c'est une femme qui peut avoir un cycle qui est très long, elle ne va pas ovuler, associé aussi des signes d'hyperandrogénie. Ça veut dire qu'elle va présenter des signes cliniques des tels que la testostérone. Et au niveau des ovaires, avec une échographie, on aura des ovaires qui seront plurifolliculaires. Pourquoi est-ce qu'il faudrait donc parler de cette pathologie? C'est parce que elle touche environ le monde. Et au Cameroun, chez nous, on a une prévalence de 6,8 en moyenne. Le diagnostic, il est essentiellement clinique ici.
bien que les symptômes sont variés. Il faudrait dire que la prise en charge ici, elle est pluridisciplinaire. Ça veut dire il faut faire intervenir ici le gynécologue, le diabétologue ici et le psychologue même parce que c'est une pathologie qui est source d'angoisse chez une femme et trouble d'anxiété. Donc, concernant pour qu'on essaye de mettre une certaine base, nous allons dire que pour les rappels ici, il faudrait juste savoir que le cycle menstruel d'une femme est contrôlé par ce qu'on appelle un axe qui part du cerveau jusqu'à avoir un effet au niveau de ses organes génitaux internes pour qu'il y ait une production d'hormones. Donc, tout ça doit être en accord. Mais dans le syndrome des ovaires polykystiques, là, nous allons entrer un peu dans la physiopathologie. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, on peut avoir une dysfonction de cet axe. Ça veut dire que la commande qui se fait est des règles, ça ne se fait plus. Donc, on peut avoir une dysfonction centrale. Maintenant, comme deuxième mécanisme physiopathologique, on peut avoir un trouble de la folliculogenèse. Ça veut dire qu'au niveau des ovaires de la femme, on a un problème ici des follicules. Et il y a d'autres théories qui ont été évoquées, soit les théories génétiques et d'autres théories de l'insulinorésistance sélective. La conséquence non sera quoi? Si on a un trouble de l'axe qui coordonne ici la production des règles, ainsi de suite, on aura une production assez élevée des hormones mâles qu'on appelle des androgènes. Ça veut dire que les ovaires de la femme vont commencer à produire ce qu'on appelle des androgènes et ces androgènes qui vont créer d'autres symptômes qu'on aura par la suite. Il faudra aussi dire que ces androgènes, lorsqu'ils seront trop produits, ils vont donner ce qu'on appelle, ils seront transformés en oestrogènes. Donc, c'est une femme qui va avoir une production accrue, ce qui va faire en sorte qu'elle n'aura pas un cycle, elle aura un cycle anovulatoire. Vu que s'il y a une production accrue d'oestrogènes, à long terme, il n'y aura pas l'effet de la progestérone. Donc, c'est une femme qui peut avoir un cycle qui est très, 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 très long et avoir ses règles. Par la suite, on a dit qu'il y a un problème au niveau de la production des follicules. Des follicules qui vont être bloqués à leur stade de maturation. Et lorsqu'ils seront donc bloqués, d'hormones de la testostérone. Maintenant, on aura également l'insulinorésistance sélective. Ça veut dire que ce sont des femmes qui ils auront une production accrue d'insuline parce que on a une résistance des récepteurs à l'insuline au niveau périphérique et au niveau des ovaires. Ce qui fait qu'elle va produire beaucoup d'insuline. Il faudra aussi qu'il sera produite aura un effet grâce à un récepteur connu insulin cofacteur au niveau des ovaires et également augmenter la production une augmentation de la production d'androgènes, une augmentation de la production des oestrogènes. Cette femme, elle aura également une résistance à l'insuline qui va également aggraver la production d'androgènes. Donc, ce sont des femmes qui sont à risque de faire ce qu'on appelle un diabète ou bien un trouble métabolique à la suite. Maintenant, concernant donc le diagnostic, ce sont des femmes qu'on va recevoir en consultation qui viendront d'habitude parce qu'elles recherchent un enfant. Donc, c'est découverte peut-être fortuite. Une femme qui vient pour une infertilité, donc ça fait peut-être plus de 2 ans, 3 ans que je ne conçois pas. Lorsqu'on va faire, on va essayer de prendre son observation et essayer de faire un diagnostic, on va se rendre compte que c'est une femme qui a des ovaires polykystiques.
Pourquoi est-ce qu'elle ne conçoit pas? On a dit, avec cette production d'androgène, on a plus de production d'oestrogène, donc son endomètre sera très épaissi par ovulée, il n'y aura pas de production de progestérone, donc elle ne pourra pas tomber enceinte. Elles pourront venir ici parce que elles ont des signes évidents. Docteur, je viens parce que j'ai des poils au niveau de la barbe ou bien j'ai des poils au niveau du torse. Masculine pour laquelle elle veut savoir pourquoi est-ce qu'elle a ça par rapport à d'autres. C'est dû simplement à l'augmentation des androgènes. On a dit les androgènes sont comme là, c'est de la testostérone en fait qui est produit exagérément chez les femmes. Donc cela dit, elle aura une pilosité presque chez elle. À part ces signes, ce sont des femmes qui viendront ici peut-être parce que le cycle est devenu court. Et à l'examen clinique, l'examen physique, ici, on va se rendre compte, on va vraiment objectiver cette pilosité qui est masculine, qu'on appelle d'habitude de l'hirsutisme. On va observer que ce sont les femmes qui sont souvent. Il y a un syndrome métabolique qui est derrière. Et lorsqu'on va examiner au niveau, on peut avoir des ovaires qui sont. Et sur le plan paraclinique maintenant, il y a l'échographie qu'on fait en première intention pour voir l'aspect des follicules au niveau des ovaires. Donc, on aura beaucoup de follicules. D'habitude, on a plus de 12 follicules ou bien avec un volume supérieur à 10 millilitres. Là, on parle d'ovaires plurifolliculaires. On peut également faire des dosages biologiques d'hormones tels que le dosage de la delta-4 endostène-John. C'est une hormone pour l'androgène. On peut faire un dosage d'oestrogène qui sera très élevé. Et ainsi, on peut donc faire d'autres examens. Allô, Doc, c'est entrecoupé. Après, s'il te plaît, au niveau des bilans biologiques, après on t'a perdu. Au bilan biologique, s'il te plaît. C'est toujours entrecoupé, hein, c'est vraiment pénible. Je ne sais pas si toi tu me vois bouger, mais de ton côté, c'est entrecoupé. On t'entend pas vraiment. Allô? Non, ça n'a pas, ça ne s'est pas encore stabilisé. L'image est figée, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça dérange autant. Mais ok. Allô, Doc? On t'a toujours pas récupéré par ici. Mais bon. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Je crois que tu es revenu. Tu m'écoutes? D'accord, vas-y. Allô? Oui, oui, donc on t'écoute, vas-y. C'est c'est vraiment pénible. Donc, je pense je vais un peu essayer. Est-ce que je vais t'exclure de la vidéo et tu reviens. C'est possible, s'il te plaît, parce que là, vraiment, on n'entend pas grand-chose. Allô? Donc, je Oui, disais alors que je suis là. je voulais te supprimer du live et te faire revenir. Parfois, ça corrige le problème de connexion.
Donc, je te fais sortir, tu D'accord. envoies une demande, s'il te plaît. Ok. Désolé, j'essaye de rajouter notre invité pour reprendre. Allô? Oui, alors je suis là. D'accord, tu peux poursuivre. Donc. D'accord. On est au niveau des examens. Les examens biologiques, justement, on a juste entendu la première hormone, D'accord. après on a plus entendu. Ok. Déjà, dans les examens biologiques, on a parlé de la première hormone. Ensuite, on peut faire les dosages de la glycémie, vu qu'on a dit il y a une insulino-résistance avec un trouble métabolique dont les femmes peuvent faire du diabète. On peut faire un dosage des oestrogènes, vu qu'on a dit que ces hyperandrogénies seront transformées en oestrogènes, donc on a un taux d'oestrogène qui sera très élevé. Il y a aussi d'autres hormones qu'on peut faire pour évaluer la réserve ovarienne et il y a d'autres hormones qu'on peut faire pour évaluer tout l'axe hormonal de la femme pour pouvoir nous aider au diagnostic. Maintenant, lorsqu'on a reçu une dame en consultation, on pourra donc la classer. Est-ce qu'elle a un syndrome des ovaires polykystiques de type 1 ou bien est-ce qu'elle a un syndrome des ovaires polykystiques de type 2? Est-ce qu'elle a un syndrome des ovaires polykystiques ovulants ou bien androgéniques? Donc, vu que le diagnostic qui se pose selon ce qu'on appelle les critères de Rotterdam de 2003, donc il faudrait qu'on ait au moins 2 critères sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le diagnostic, on a 3 éléments. On a dit une femme peut avoir une anovulation, une femme peut avoir un trouble du cycle, soit anovulation, ou bien un cycle qui est très long, elle peut avoir des signes cliniques ou biologiques d'hyperandrogénie et à l'échographie, on peut avoir des ovaires polykystiques. Ça veut dire que 2 critères sur 3, ça veut dire qu'on peut avoir 2 éléments sur ces 3 critères pour poser simplement le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est ce qu'il faudra retenir. Maintenant, concernant donc, les éléments de la prise en charge, le premier, il faudrait corriger l'irrégularité du cycle qui viennent parce qu'elles ont des troubles du cycle, dont les cycles qui sont très 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 longs. Donc, elles viennent en fait un but de la prise en charge. Un autre but, c'est de la faire des femmes concevoir. Notre objectif, c'est qu'elles puissent concevoir. Allô, Donc, Doc? Allô? oui, allô? Après la correction des irrégularités du cycle, on t'a perdu. Oui, sur le deuxième point, C'est toujours pas tu stabilisé. m'écoutes. Je sais vraiment pas ce qui se passe de ton côté. Mais c'est toujours pas stabilisé. J'ai le réseau qui dérange. Comment c'est le réseau qui dérange? Bon, Allô? oui, c'est bon. Je vais essayer de te supprimer encore et te rajouter, s'il te plaît. Parce que toutes nos excuses pour les soucis de connexion. Malheureusement, ça fait partie des aléas du live. On va essayer de rattraper toutes les parties importantes qui ont été perdues à la phase des questions en espérant que ça ne dérangera plus. D'accord, donc, Allô? oui, Là, après c'est la bon. correction des irrégularités du cycle. OK. Après, dans la correction des inégalités du cycle, il y a ici de rétablir la fertilité de la femme qui vient pour désir de conception. Après, dans le rétablir la fertilité, il faudrait traiter les signes d'hyperandrogénie et ici prévenir ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Que cette femme, à la longue dans sa vie, n'évolue pas vers des problèmes cardiovasculaires que peuvent entraîner le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, euh, comme moyen qu'on peut utiliser, il faudrait d'abord, j'insiste sur ceci, c'est faudrait faire une activité physique. Il faudrait que toutes les femmes chez qui on a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques se mettent à faire du sport. Donc, il faudrait faire une activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour, avoir au moins 10 000 pas par jour. Parce que il a été prouvé que cette activité physique va entraîner une diminution de ce taux d'androgène qui est très élevé et améliorer donc l'état de la femme.
Et aussi, il faudrait se mettre sur mesures hygiéno-diététiques. Donc, on peut faire une consultation pour une mesure hygiéno-diététique parce que on a vu que il y a euh, un trouble métabolique avec un hyperinsulinisme, dont sont les femmes qui par la suite peuvent avoir des maladies cardiovasculaires. Donc, il faudrait inclure dans leur, faudrait améliorer autant pour moi leur régime alimentaire. Concernant dans les médicaments, on a dit que euh, ces femmes ont ce qu'on appelle, elles ont un taux élevé d'oestrogène. Et pour régulariser dans leur cycle, on peut adjoindre à ceci de la progestérone. La progestérone qui va leur permettre donc de régler. Également, avec cette insulino-résistance donc sélective qui entraîne une augmentation de l'insuline, on les met souvent sur les antidiabétiques orales, savoir de la metformine qui va potentialiser l'utilisation périphérique du glucose et améliorer également l'hyperandrogénie. On peut aussi avoir d'autres médicaments directs tels que les anti-androgènes, vu qu'il y a une hyperandrogénie pour réguler le cycle. Chez les femmes qui ont des désirs de fertilité, on peut faire ce qu'on appelle des stimulations ovariennes. Ça veut dire quoi? Vu qu'on a dit ces follicules sont bloqués à un stade de maturation, ça veut dire qu'on va donner un médicament qui va un peu booster leur ovulation et faire ovuler ces femmes. Lorsqu'on les fait ovuler, elles ont plus de chances de concevoir. Et aussi, donc, on peut mettre ces femmes sous ostroprogestatif dans la pilule qui est combinée avec les oestrogènes et la progestérone pour pouvoir régulariser leur cycle. Il a été prouvé que les contraceptifs ostroprogestatifs ont un effet dans la régulation du cycle et dans la diminution également de l'hyperandrogénie. Et en clinique ou bien dans notre pratique courante, d'habitude, ces femmes qui veulent concevoir, on peut les mettre sous ostroprogestatif sur au moins 6 mois pour mettre des ovaires au repos. Et puis, on fait une stimulation ovarienne. On a une très bonne efficacité. On a une conception de fois spontanée les mois qui suivent par la suite. Si la stimulation ovarienne dans un contexte de désir de conception ne marche pas, on peut faire une intervention chirurgicale qu'on appelle le drilling ovarien qui va ici aider à l'ovulation chez ces femmes. Mais il ne faudrait pas aussi oublier dans cette prise en charge un traitement cosmétique. Mais qu'on a dit que ces femmes ont ce qu'on appelle l'hirsutisme, une pilosité masculine. Donc, on peut être amené chez elles, en accord avec le dermatologue des fois, à mettre en place des produits pour les aider avec cette pilosité, vu que ce sont les femmes qui vont qui vont se raser, il y aura les poils qui vont rester, donc elles peuvent appliquer certains cosmétiques qui vont ici les aider côté esthétique et visuel et améliorer donc vraiment le contexte psychologique. Donc, en gros, c'est ça la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ce qu'il faudrait retenir, le diagnostic, on a juste besoin de 2 critères sur 3 pour poser le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques chez une dame qui vient en consultation. Les premiers éléments de la prise en charge, c'est activité physique et modifier votre hygiène de vie, qui sont les premiers éléments. Maintenant, en fonction de la plainte de la malade, que ce soit je veux concevoir, j'ai un trouble du cycle, on peut être amené à joindre à ça certains médicaments pour les aider dans leur prise en charge. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Doc. Habituellement, je fais le résumé parce qu'il y a peut-être des termes qui ont été employés qui étaient compliqués, mais je pense que là, ça a été assez simple. Je vais juste te faire un petit résumé pour essayer de mettre les retardataires au même niveau d'échange. Donc, on a décidé de parler ce soir du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Pour les anglo-saxons, c'est PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Alors, ça se définit comme étant un ensemble de signes fonctionnels, cliniques et paracliniques associant des troubles de l'ovulation, une hyperandrogénie et des ovaires plurifolliculaires. Je vais un peu expliquer ce que c'est. Alors, quand on dit signes fonctionnels, c'est les symptômes que généralement vous ressentez, vous les patients. Signes fonctionnels,
qui peuvent aussi être cliniques, c'est-à-dire lorsqu'on vous examine, ce qu'on retrouve, et paracliniques, c'est-à-dire en fonction des examens qu'on va vous demander, ce qu'on peut retrouver, notamment à l'échographie ou alors lors des prises de sang, les prises d'urine et ce genre de choses. Donc, elle associe des troubles, ce syndrome, pardon, associe des troubles de l'ovulation, une hyperandrogénie. Alors, les androgènes, c'est les hormones masculines. Une hyperandrogénie, ça veut dire une augmentation des hormones masculines et des ovaires plurifolliculaires. Les follicules, c'est ces éléments-là qui sont logés dans les ovaires et dans lesquels se développe ce qu'on appelle l'ovule. Donc, l'ovule mature dans le follicule lui-même, il est dans l'ovaire, mieux dans la partie, comment dire, périphérique de l'ovaire. Alors, d'un point de vue épidémiologique, environ 10% dans le monde sont atteintes de syndrome des ovaires polykystiques. Et au Cameroun, d'après une étude menée, je crois que c'est en 2016, donc 6,8% au Cameroun sont Oui, atteintes de 2015-2016. merci, d'ovaires polykystiques. La prise en charge est pluridisciplinaire. Alors, le doc a fait quelques rappels, notamment en ce qui concerne l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. En fait, que les gros thèmes ne vous embrouillent pas. Pour que vous puissiez avoir, ou alors pour que vous puissiez avoir des enfants, pour que vous puissiez produire des ovules, il y a d'abord un message qui vient depuis la tête. C'est-à-dire, dans la tête, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus produit une hormone qui s'appelle la GnRH. La GnRH, c'est une hormone qui va venir agir plus bas sur ce qu'on appelle l'hypophyse. L'hypophyse, à son niveau, va produire des hormones qu'on appelle LH et FSH qui vont venir agir au niveau de l'ovaire. Alors, si on a un trouble au niveau de cet axe-là, et lorsqu'elles agissent sur l'ovaire, l'ovaire va donc être censé produire l'ovule. S'il y a un trouble au niveau de cet axe-là, forcément, vous aurez une répercussion sur votre fertilité ou alors sur votre cycle menstruel. Alors, il y a plusieurs théories qui sont évoquées par rapport à l'explication du syndrome des ovaires polykystiques, notamment la dysfonction dont je vous parlais, la dysfonction de cet axe-là, l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire au niveau de la tête, on appelle ça dysfonction centrale. Il y a également les troubles de la folliculogénèse. Je vous ai expliqué que les follicules, c'est ces structures-là qui sont logées dans les ovaires eux-mêmes étant ce qu'on appelle les gonades féminines, qui sont un peu la représentation des testicules chez la femme. Les follicules sont dans les ovaires, ils sont censés aider, ils sont censés maturer et plus tard produire les ovules. Alors, s'il y a un trouble au niveau de la folliculogénèse, vous n'allez pas produire les ovules et vous n'allez pas pouvoir donner donc des enfants. L'insulinorésistance sélective. Alors, insulino, ça vient de insuline, c'est-à-dire l'hormone qui cause généralement problème et entraîne le diabète. Lorsque vous consommez, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 morceaux de sucre, vous avez une hormone qui est produite qui s'appelle l'insuline, qui a pour rôle de diminuer le taux de sucre dans votre sang, diminuer en envoyant ça dans tel ou tel organe de stockage et tout. Donc, cette hormone-là vient agir au niveau de ce qu'on appelle les récepteurs. Donc, l'homme, un instant s'il vous plaît, elle est produite, elle vient agir à un niveau, ce qu'on appelle les récepteurs. Et les récepteurs-là donc vont faire cette action. Mais dans le SOPK, il se trouve que ces récepteurs-là sont insensibles. C'est un peu comme si vous venez vous dites bonjour à votre frère et votre frère ne vous reconnaît pas. Donc, ces récepteurs-là n'acceptent plus l'hormone. Ça crée ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et donc, le taux de sucre dans le sang reste élevé. Ça peut causer des problèmes qu'on appelle métaboliques, tels que le diabète, tels que les maladies cardiovasculaires. On va revenir dessus plus tard. Alors, je disais que ces mécanismes-là vont donc conduire à une production excessive d'androgènes qui, par d'autres mécanismes de transformation, vont entraîner une production excessive d'œstrogènes et donc vont donner un cycle anovulatoire. Étant entendu que pour qu'un cycle soit ovulatoire, il faudrait qu'il y ait l'œstrogène et la progestérone dans le corps. L'insulino-résistance, j'ai dit ce que c'était. Les circonstances de découverte. Quelles sont les circonstances de découverte du SOPK? Généralement, c'est des patients qui vont venir en consultation parce qu'elles ont un désir de conception. C'est une femme, par exemple, qui s'est mariée depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, qui a des rapports sexuels réguliers avec son compagnon, avec son mari, mais ne parvient pas à concevoir. Donc, c'est généralement cela. Ça peut également être l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est cette pilosité masculine-là qui est marquée chez la femme. Par exemple, une femme qui a la barbe, qui a des poils au niveau du torse particulièrement, même au niveau au-dessus des fesses, là vers l'arrière. Bref, une pilosité typiquement masculine. Ça s'appelle l'hirsutisme. Il y a également l'obésité qui peut être une circonstance de découverte. Alors, à l'examen physique, c'est vrai que ça ne vous concerne pas. On pourra objectiver en fonction des manœuvres qui sont menées des ovaires augmentés de taille. Ou alors, comme je disais tantôt, des signes d'hyperandrogénie. Les signes d'hyperandrogénie, entre autres l'hirsutisme, c'est-à-dire hyperandrogénie, augmentation des hormones masculines. C'est-à-dire, par exemple, la voix même qui peut devenir un peu rauque, un peu masculine, pouvoir avoir, comment ça s'appelle, les poils dont j'ai parlé qui poussent le top. Bref, des signes qui sont en rapport généralement avec un homme. À l'échographie, c'est généralement l'examen qu'on demande en première intention, on pourra objectiver des ovaires qui sont augmentés de taille. Ou alors, on va retrouver des ovaires qui sont enquistés, micro-enquistés, c'est-à-dire des ovaires qui ont plusieurs kystes à l'intérieur. Là. Et ces kystes-là sont dus au fait que les follicules maturent, entre guillemets, mais ne libèrent pas les ovules. Donc, cette accumulation va donc
cette accumulation de follicules qui n'arrivent pas à maturation va enquister l'ovaire. On pourrait également demander certains examens sanguins, notamment certaines hormones. On pourrait également contrôler la glycémie parce que je vous ai expliqué le lien avec l'insuline, le sucre. On pourra contrôler la glycémie pour voir si vous êtes en train de faire un diabète ou alors si vous êtes déjà prédisposé à faire un diabète et donc ça va influer le traitement. On pourrait également doser certaines hormones telles que la LH dont je vous ai parlé qui est produite par l'hypothalamus plus haut, l'hypophyse, pardon, les oestrogènes et bien d'autres. Mais bon, ça, c'est pas important pour vous. Alors, les résultats qu'on aura permettront de classifier, comme le docteur l'a si bien dit tout à l'heure, on aura 4 types de SOPK. En fonction des types, on mènera dans une prise en charge qui est appropriée. Alors, les buts de la prise en charge, lorsqu'on vous diagnostique un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, la prise en charge, on retient 4 buts. Le premier but, c'est de corriger l'irrégularité du cycle, parce que généralement, c'est des femmes qui vont venir avec ce qu'on appelle des irrégularités du cycle, notamment l'espagnoménorrhée, c'est-à-dire des cycles qui sont trop longs, au-delà de 35 jours. En dehors de corriger les irrégularités du cycle, on aura pour but de rétablir la fertilité. Comme on a dit, la première circonstance découverte, c'est le désir de conception. Le troisième but sera de traiter les signes d'hyperandrogénie parce qu'il est très désagréable pour une femme de commencer à présenter des signes masculins, notamment la barbe, même si elle a sa repousse à chaque fois. Et le dernier sera de prévenir le syndrome métabolique. Syndrome métabolique, je vous ai dit, c'est ces maladies cardiovasculaires auxquelles vous êtes sujet, ce diabète qui pourra vous prendre plus tard et tout. Donc, le traitement en première intention qui est recommandé par les livres et qui a été préconisé une fois de plus par le docteur Guy Faux-Présent ce soir, c'est une activité physique régulière, idéalement journalière, 10 à 30 minutes d'activité physique par jour. C'est vraiment l'idéal. Vous devez également avoir un régime alimentaire optimal. Alors, le régime alimentaire optimal, il est fonction de chaque personne. Donc, il y a intérêt de rencontrer un nutritionniste ou alors un médecin généraliste même qui pourra vous conseiller, ou même un gynécologue qui pourra vous conseiller sur comment, quels sont les aliments à consommer, quels sont les aliments à éviter en fonction des horaires, ainsi de suite. On pourrait également vous donner de la progestérone parce qu'on l'a dit, les femmes qui présentent un syndrome des ovaires polykystiques ont un déficit en progestérone. Or, c'est une hormone très importante pour qu'il y ait ce mécanisme d'ovulation, c'est-à-dire de production d'ovules et plus tard de conception. On pourrait également vous donner des œstroprogestatifs. Les œstroprogestatifs, qui sont des pilules, qui auront pour rôle de mettre les ovaires au repos et ensuite on procédera à une stimulation ovarienne qui va en fait, cette stimulation ovarienne aura pour but cette production d'ovules-là, parfois qui peuvent être produits en trop grande quantité, mais toujours est-il que vous produisez des ovules et donc vous serez plus apte à faire des enfants. Il y a également une prise en charge esthétique qui n'est pas négligée étant donné les signes d'hyperandrogénie dont on a parlé, notamment l'hirsutisme. On pourra faire intervenir un dermatologue pour rétablir pas, votre intégrité physique pour que, d'un point de vue esthétique, vous soyez toujours tel que vous l'aurez espéré. Donc, je pense avoir fait un résumé là, grosso modo, de ce qui a été dit par mon aîné académique. On va rapidement passer à la phase de questions-réponses. Donc, est-ce que tu es toujours avec moi, s'il te plaît? Oui, je suis là, je suis là. D'accord. Donc, je vais lire les questions au fur et à mesure et s'il te plaît, tu vas essayer de répondre autant que faire se peut. La première question, elle nous vient de Laetitia Maboma, je cite. Bonsoir, donc s'il vous plaît, c'est possible de laisser votre numéro afin de mieux vous expliquer mon problème. Donc ça dépend du doc. Je pense que s'il est d'accord, il pourra laisser son numéro. Non, sans souci, je vais laisser mon numéro après. D'accord, mademoiselle Laetitia Maboma, le doc se laissera son numéro, vous pourrez le contacter sans souci. La question suivante nous vient de Laetitia Maboma, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de traiter ce problème? Je pense qu'elle a posé la question au début, on a essayé d'expliquer. On va prendre les autres questions. Elle pose une question suivante, quels sont les moyens pour guérir cette maladie? Je ne sais pas si... En fait, lorsqu'on fait le mardi médical, essayez de suivre la présentation avant de poser les questions parce que lorsque vous posez les questions au début et qu'on répond pendant la présentation, c'est un peu difficile pour nous de revenir dessus à chaque fois. Donc, on va poursuivre. La question suivante, c'est Edel Ngale qui demande l'insulinorésistance, ça signifie quoi? C'est vrai que j'ai expliqué, mais je laisse mon aîné académique encore mieux nous étayer sur le sujet. C'est quoi l'insulinorésistance, donc? Ok. L'insulinorésistance, donc terre à terre, c'est un mécanisme qu'on a au cours duquel la malade n'arrive pas à stocker le glucose qu'elle possède normalement. Ça veut dire quoi? Une femme dont normalement, ou bien tout être normal produit de l'insuline. Lorsqu'on mange, il y a de l'insuline qui est produite, qui va faire entrer le glucose dans l'organisme pour les cellules normalement. Maintenant, donc, les femmes avec un syndrome des ovaires polykystiques, on s'est rendu compte, pour ne pas entrer dans les détails du mécanisme, que les récepteurs sur lesquels l'insuline va agir ne sera plus efficace. Ça veut dire qu'il va vouloir faire entrer le glucose comme normalement, mais ça ne va plus entrer. Donc son mécanisme
ça sera plus efficace. On va se retrouver donc avec une augmentation du taux d'insuline dans l'organisme, également donc du glucose. Là qu'on parle donc d'insulino-résistance. Ça veut dire que cette personne-là, leurs récepteurs sont résistants à l'action de l'insuline sur celui-ci pour faire entrer le glucose, tout simplement. Merci beaucoup, docteur. Je pense que la réponse est assez compréhensible, même pour le profane. La question suivante nous vient de... un instant. De Françoise Fleur Gallo, je cite. Donc, quel est le rapport entre les infertilités, la stérilité et en ce qui concerne le SOPK? Quel est le rapport entre infertilité et stérilité en ce qui concerne le SOPK? Infertilité, stérilité. Bon, quand on parle déjà d'infertilité chez un couple, en fait, parce que l'infertilité, c'est un couple. C'est l'incapacité donc pour ce couple à mener à terme une grossesse. Une femme qui est stérile, c'est celle-là qui ne peut même pas concevoir. Ça veut dire que elle ne peut plus concevoir, elle n'a pas d'utérus, peut-être elle n'a pas de trompe, et ainsi de suite. Maintenant, donc, quel est le rapport entre infertilité et SOPK? On a dit que ce sont des femmes qui ont des cycles anovulatoires. Ça veut dire quoi? Ce sont des femmes qui n'ovulent pas, tout simplement. Quand on dit anovulatoire, c'est qu'elles n'ovulent pas. Vu qu'il y a une augmentation des oestrogènes, ce qui fait que tout au long de leur cycle menstruel, vu qu'on sait que le cycle menstruel normal, une femme doit avoir, il y a les oestrogènes, il y a l'ovulation, il y a la progestérone, puis elle doit avoir ses règles. Mais si ces personnes avec le syndrome des ovaires polykystiques, elles ont des cycles qui sont très longs parce qu'elles ne peuvent pas voir leurs règles. Juste parce que dans leur cycle, il n'y a pas de progestérone. Parce que c'est après l'ovulation qu'on a la progestérone. Et cette femme avec le syndrome des ovaires polykystiques ont beaucoup d'oestrogènes qui font que leur endomètre devient très épaissi, dont le cycle devient très long et elles n'ont pas d'ovulation, d'où elles deviennent donc infertiles. Donc, ils ne peuvent pas concevoir. Tant qu'on n'a pas d'ovulation, on ne peut pas concevoir. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Gaël Njebet. Donc, avec le SOPK, une femme ne peut pas tomber enceinte. Est-ce qu'avec le SOPK, une femme ne peut pas tomber enceinte? Je ne sais pas comment elle va répondre à ça, mais une femme qui a le syndrome des ovaires polykystiques, si elle vient consulter, on peut faire en sorte qu'elle puisse concevoir tout simplement. Mais il faudrait savoir que le syndrome des ovaires polykystiques peut empêcher de concevoir. Merci. Donc, le doc essaie de signifier le fait que le syndrome des ovaires polykystiques peut entraîner une infertilité, ce qui n'est pas toujours le cas chez toutes les femmes, ça varie d'une femme à l'autre. Mais si vous venez consulter, on peut vous mettre sous un traitement qui aboutira plus tard à la conception. Donc, c'est possible. Mademoiselle Laetitia Mabouma demande si c'est possible de stopper cette anomalie. Je pense qu'elle veut dire d'un point de vue définitif. Bon, d'un point de vue définitif, c'est pas sûr parce que on a dit dans les mécanismes qu'il y a une théorie génétique. Il faudrait savoir que si peut-être votre maman a eu à faire un syndrome des ovaires polykystiques, il y a un risque, il y a une transmission génétique à ses enfants. Presque 50% de ses filles peuvent aussi en faire le syndrome des ovaires polykystiques. Maintenant, si une femme a son syndrome des ovaires polykystiques, on peut faire en sorte qu'elle conçoive, mais ça ne veut pas dire que les cycles qui vont suivre après, qu'elle n'ait pas toujours le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ça peut revenir, d'où on insiste sur les mesures hygiéno-diététiques au départ. Même s'il y a ce terrain-là de génétique, avec au moins l'activité physique et la modification du style de vie, on peut donc améliorer chez ces femmes porteuses de syndrome des ovaires polykystiques et les complications plus tard. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Françoise Flengalo qui aimerait savoir quels sont les autres symptômes à part une hyperpilosité. Comme autre symptôme à part l'hyperpilosité, on a dit qu'il y a l'infertilité, ces femmes qui ne vont pas, elles ont des cycles qui sont très longs, qui peuvent aller à plus de 35 jours, par exemple. Et à plus de 35 jours, bien 3 mois, elle peut avoir un saignement catastrophique qui peut arriver. Et puis, on a dit le cycle qui est très long, les saignements qui peuvent devenir anormaux après, et il y a l'infertilité tout simplement. Et ces femmes qui ne veulent pas concevoir. C'est principalement ça comme symptôme qu'on aura pour le syndrome des ovaires polykystiques. Concernant l'hyperandrogénie,
c'est plus clinique qu'on aura parce que les bilans biologiques, seulement pour ceux qui peuvent avoir l'argent pour qu'on puisse mettre en évidence une augmentation des androgènes dans le sang. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Winnie Ikori qui aimerait savoir si, je pense que la répétition est la mère des sciences, malheureusement, il faudra qu'on répète un peu. Elle voudrait savoir si ça se soigne ou c'est juste les symptômes qu'on peut atténuer par un traitement. Je pense qu'on a déjà répondu, mais donc si tu peux encore dire 2 mots dessus, ce serait pas mal. Exactement. Il y a Est-ce qu'on peut traiter totalement? On a dit que non, parce que on peut gérer tous les symptômes qui vont survenir tout autour. Soit la novulation, on aide la femme à concevoir, on régularise son cycle. Et puis maintenant, ça n'empêche pas ce qu'elle plus fait encore son syndrome des ovaires polykystiques après. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va gérer, lorsqu'on reçoit une femme qui a les syndromes des ovaires polykystiques, on va gérer les différents problèmes qu'elle va présenter. Et puis, on insiste sur les mesures physiques et mesures hygiéno-éthiques pour éviter d'autres complications plus tard dans l'évolution du syndrome des ovaires polykystiques. Mais partir totalement, non, pas possible. Vu qu'il y a un terrain génétique, on peut l'aider à concevoir, mais après un temps, 2 ans après, elle peut revenir encore peut-être avec un syndrome des ovaires polykystiques. Merci beaucoup, docteur. Alors, la question suivante nous vient de mademoiselle Edel Ngale, et je cite, est-ce que le SOPKPS peut justifier des périodes de règles douloureuses? Est-ce qu'il y a un lien entre le SOPK et les règles douloureuses? Ok. Bon, concernant les règles douloureuses, il y a les règles douloureuses qui sont normales chez la femme, d'habitude qu'on appelle les dysménorrhées primaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dysménorrhées secondaires. Donc, il y a une étiologie autre qui aggrave ces règles qui sont douloureuses. Maintenant, est-ce que le SOPK entraîne des règles douloureuses? Je dirais non, parce que je pense que derrière sa question, c'est si peut-être j'ai les règles douloureuses qui sont exacerbées, qui font mal et tout, c'est une autre étiologie. Là, c'est à part. Mais une femme qui saigne, ou bien qui règle tous les mois, aura quand même des douleurs pendant son saignement qu'on va appeler des dysménorrhées primaires. Et dans le syndrome des ovaires polykystiques, lorsque on a cet endomètre qui est très très épaissi parce qu'on a un terrain, on a les oxygènes qui sont très très élevés, dans le cycle qui devient très long. Lorsque l'endomètre va peser, il sera très épaissi, elle va commencer à sortir sous forme de caillots très épais. Les femmes, c'est comme si je vois des tissus qui sont en train de sortir de mon ventre. Associés donc, pendant ces éléments, elles peuvent avoir des douleurs, mais qui ne sont pas liées à la dysménorrhée secondaire, les règles douloureuses répétées, ainsi de suite. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Winnie Ikori, je cite, quand est-ce que le drilling ovarien est préconisé? Quand est-ce que le drilling ovarien est préconisé? Le drilling ovarien est préconisé lorsqu'on a un échec de la stimulation ovarienne. Donc, lorsqu'on vous fait une stimulation ovarienne et qu'il y a un échec, on part d'emblée au drilling, tout simplement. Alors, donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais dire un mot pour les autres qui ne savent pas ce que c'est que le drilling ovarien, qui sachent, qu'ils aient une idée en fait de ce que c'est? D'accord. Le drilling ovarien, donc, c'est une intervention, comme j'ai dit, qu'on le fait lorsqu'on a un échec d'une stimulation ovarienne. C'est chez les femmes qui veulent concevoir. Donc, avec un syndrome des ovaires polykystiques, on installe on fait une stimulation ovarienne. Lorsqu'on a un échec de cette stimulation ovarienne, elle n'arrive pas à concevoir, on fait le drilling ovarien. Simplement, le drilling ovarien, c'est une intervention chirurgicale qu'on fait à ventre fermé, peut-être par cystoscopie. On fait juste des petits trous au niveau de ces kystes, vu qu'il y a beaucoup de kystes au niveau des ovaires. Donc, on perce ces différents kystes. Il a été prouvé que lorsqu'on fait ce geste-là, ça augmente les chances de concevoir avec une efficacité moindre de 50%. Merci beaucoup, docteur. Je pense que la réponse est assez claire. Unique Ikori pose une question suivante. Est-ce que le SOPK peut être induit par d'autres maladies endocriniennes ou gynécologiques? Est-ce que le SOPK peut être induit par d'autres maladies endocriniennes ou gynécologiques? Le SOPK induit par d'autres maladies endocriniennes, non, ça n'a pas été décrit dans la physiopathologie, mais il y a
certaines maladies endocriniennes qui peuvent mimer un syndrome des ovaires polykystiques. Par exemple, un syndrome de Cushing, par exemple, ou bien une femme qui a des tumeurs surrénaliennes qui sécrètent beaucoup d'androgènes, ça peut mimer donc ici un syndrome des ovaires polykystiques, mais ce n'est pas un syndrome des ovaires polykystiques. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Mademoiselle Manga, je cite. Les règles douloureuses sont l'une des conséquences. Est-ce que les règles douloureuses sont l'une des conséquences du SOPK? Je crois qu'on en a parlé, mais bon, docteur, la parole pour Ouais. dire un mot. Bon, on a déjà parlé, est-ce que les règles douloureuses sont une conséquence du syndrome des ovaires polykystiques? Non. On a dit une femme normale qui voit son saignement pour avoir ses douleurs, mais lorsque ces douleurs sont exacerbées, elles reviennent tout le temps, même lorsqu'elle n'a pas de règles, on parle de dysménorrhée secondaire, dont l'étiologie est tout autre, il faudrait souvent évoquer l'endométriose, mais ce n'est pas lié au syndrome des ovaires polykystiques. Donc, la question suivante, merci déjà, docteur, pour la réponse. La question suivante nous vient de Yvan et Yamwese. Je cite. Salut, infirmier en cycle, licence, merci pour la présentation. J'aimerais savoir, le cycle des ovaires polykystiques, les taux d'œstrogène sont élevés. J'aimerais savoir, le syndrome des ovaires polykystiques, les taux d'œstrogène sont élevés, ce qui augmente le risque de quelle pathologie, par exemple? L'élévation du taux d'œstrogène augmente augmente le risque de développer quelle maladie, par exemple? Je pense. Voilà. Bon, je peux Est-ce qu'il y répondre a à des cette maladies question. auxquelles la femme est prédisposée avec une augmentation de taux d'œstrogène dans le SOPK? Oui, oui. Il peut y avoir des maladies qui sont liées à ce qu'on appelle, qui sont liées à une augmentation des oestrogènes. Il faudrait dire que les oestrogènes vont entraîner ce qu'on appelle une augmentation de l'endomètre. Donc, on aura ce qu'on appelle une hyperplasie endométriale. Cette hyperplasie endométriale expose les femmes à ce qu'on appelle un cancer de l'endomètre. Ça veut dire que toute rhume d'hyperostrogénie aura un effet sur son endomètre qui va entraîner une hyperplasie de celle-ci. Et puis, à la longue, on peut avoir un rhume peut-être favorisant un cancer de l'endomètre chez ces femmes. Merci beaucoup, docteur. Je pense que la réponse est assez compréhensible, surtout pour un personnel paramédical. La question suivante nous vient de Winnie Kori. Je cite, est-ce qu'il peut être à l'origine d'autres maladies? Je pense qu'on en a parlé. La question suivante nous vient de Raina Jamila. Je cite, aménorrhée, perte de cheveux chez certains prises de poids. Je pense qu'elle essayait de répondre aux questions des autres. La question suivante de Françoise Fleur Ngalo. Je cite, le SOPK justifie-t-il les cycles longs? Oui, le SOPK justifie les cycles longs. Vu qu'on a dit que dans le syndrome des ovaires polykystiques, on a une augmentation des oestrogènes. Ces oestrogènes auront un effet sur l'endomètre, c'est-à-dire que ça va développer l'endomètre. Au fur et à mesure, il va donc prendre la taille et la taille. Il faut savoir également que pour qu'une femme saigne, il faudrait qu'il y ait de la progestérone. Lorsque la femme va donc ovuler, il y aura le corps jaune qui va produire la progestérone pour développer encore davantage l'endomètre. Et lorsque ce corps jaune va donc mourir, il y aura chute de la progestérone et il y aura les règles. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, ces femmes n'ont pas de progestérone. On a un taux de... Bon, quand je dis ne pas, non pas, c'est trop dit. Elles ont un taux de progestérone qui est nul en fait. Ce qui fait donc que, vu qu'il y a une balance oestrogène qui est très élevée avec un taux de progestérone qui est nul, elles auront donc des cycles qui seront très 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 longs. D'où elle va se retrouver à 3 mois sans saigner, 2 mois sans saigner, dans plus de 37 jours sans saigner, qu'on appelle l'espagnol ménorrhée. Merci beaucoup, docteur. Explication assez compréhensible. Pour celles qui ne savent pas, on parlait de follicule tout à l'heure. Le follicule contient l'ovule, entre guillemets. Et lorsque le follicule arrive à maturité, il pond l'ovule, il se transforme en ce qu'on appelle corps jaune. Et c'est donc le corps jaune dont le doc parlait qui produit la progestérone plus tard. La question suivante nous vient de Eden Gallet. Quelle est la différence entre les différents stades? Je pense qu'il n'y a pas une seule, mais le doc va... Je pense que la question ici est quelle est la différence entre les différents types. On a dit, pour poser le diagnostic, il faudrait 2 critères sur 3. Et dans les différents types, par exemple dans le type 1, c'est là où la patiente va présenter les 3 symptômes, donc anovulation, hyperandrogénie et les ovaires polykystiques.
Par exemple, le type 2, on aura deux autres critères sur trois. Également, le type 3 qui est ovulant, c'est une femme qui va bien ovuler, et le type 4 qui est androgène. Et qu'au fur et à mesure, en fonction des deux signes sur trois qu'on va retrouver chez la femme, on va classer en type, tout simplement. Merci beaucoup, docteur. Donc, mademoiselle Hélène Gallet, retenez que ce ne sont pas des stades évolutifs, ce sont des types différents qui dépendent de chaque patient. Donc, ce n'est pas du genre, elle va présenter le type 1, après, elle va présenter le type 2, après, un stade de type 4 qui est plus grave que les autres. Non, c'est des typologies qui sont particulières, ce ne sont pas des stades évolutifs. La question suivante nous vient de... un instant. Gaël Djebek, je cite, après le drilling ovarien, est-ce qu'on est sûr que la femme pourra concevoir? En médecine, dit à 100% que la femme va concevoir, on ne peut pas le dire, mais il y a toujours des chiffres. Dans la littérature, il est dit que le drilling a une efficacité moins de 50%. Donc, on a au moins 50% de chances à ce que la femme puisse concevoir après. Merci. Alors, mademoiselle Dengal aimerait savoir s'il est possible de souffrir de SOPK et d'endométriose également. C'est possible, mais la femme là dira qu'elle a le karma. C'est possible d'avoir le syndrome des ovaires polykystiques et d'avoir son endométriose. C'est très possible. Et ici, donc, ça aggrave même son risque encore d'infertilité. Donc, ça, comme je disais, c'est comme si elle avait le karma. Donc, elle a trop de problèmes. Elle aura beaucoup de difficultés pour concevoir. Parce qu'on peut régler son problème, le syndrome des ovaires polykystiques. Maintenant, en plus de ça, il y aura l'endométriose qui va encore diminuer davantage ses chances de conception. Donc, c'est possible d'avoir les deux. Merci beaucoup, docteur. On va prendre la question qui nous vient après de monsieur Landry Bila, doctorat en médecine. Bonsoir, docteur. Peut-être cela a été évoqué sans que je ne l'ai écouté, mais je veux savoir quelles peuvent être les causes de ce SOPK. Bon, dans la présentation, on l'a évoqué. On a dit qu'il y a plusieurs théories qui ont été émises dans la littérature euh, pour la survenue du syndrome des ovaires polykystiques. On a dit qu'il y a la dysfonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire. On a un dysfonctionnement de la folliculogenèse. On a l'insulino-résistance sélective, on a une théorie génétique, on a même d'autres théories. Il y a d'autres qui vont jusqu'à dire qu'il y a des infections qui peuvent causer. Peut-être une femme qui a une torsion, peut-être ovarienne, peut par la suite avoir un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est un peu ça en gros les différentes théories qui ont été émises concernant le syndrome des ovaires polykystiques. Merci beaucoup. On a notre confrère infirmier, M. Yvan Iyamoussi, qui aimerait savoir si le SOPK peut disparaître définitivement. Bon, ça également, on a déjà répondu. Disparaître définitivement, non. Je pense pas. Vu qu'on a dit qu'il y a une théorie génétique, ça veut dire que cette femme qui a fait son syndrome des ovaires polykystiques, elle peut encore le faire même après. Ça veut dire qu'elle vient aujourd'hui, on l'aide à la concevoir. Elle peut faire ses 2 ans, 3 ans. Et puis elle revient encore avec un trouble qu'elle développe tout simplement. C'est pourquoi on insistait aussi sur activité physique et mesures hygiéno-diététiques. Au moins, si une femme fait une activité physique régulière, elle améliore son alimentation, ça peut au moins avoir déjà un effet sur cette hyperandrogénie et l'aider pour régulariser son cycle avec le temps. Mais disparaître totalement, non. Merci beaucoup, docteur. La question suivante, c'est celle de Bigny Gracia, qui aimerait savoir si la prise de pilule du lendemain peut être à l'origine de SOPK. Ça, non. La pilule du lendemain n'est pas à l'origine du syndrome des ovaires polykystiques. Mais il faudrait dire plutôt que la pilule du lendemain est à risque de grossesse extra-utérine parce que les femmes en prennent énormément. Et la pilule du lendemain peut entraîner un trouble du cycle aussi chez ces femmes. Parce que la pilule du lendemain, c'est un progestatif. Donc, il a un effet sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc on peut dérégler, entraîner même des atrophies endométriales à la longue sur votre endomètre et entraîner un trouble du cycle. Mais donner un syndrome des ovaires polykystiques, non. Merci, docteur. J'aimerais rappeler aux nouvelles personnes qui sont dans le live que le mardi médical, c'est tous les mardis. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page pour profiter des éventuels mardis médicaux à venir et pour les passer, notamment sur le cycle menstruel qui est fortement évoqué. Là, vous pourrez le retrouver sur la page. Il a été fait au mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner à la page, s'il vous plaît. La question suivante nous vient de mademoiselle Malaika Patricia, doctorante en médecine générale, je précise. Je cite, bonsoir à vous, docteur. Nous aimerions avoir plus d'informations sur les causes du SOPK. Je pense que ça a été élucidé, mais bon, je poursuis son propos. La littérature évoque les perturbations endocrines. Existe-t-il d'autres causes?
Euh, Perturbation endocrine, oui, on a dit. Dans ces perturbations endocrines, donc, on a un dysfonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Comme autre cause, on l'a dit, il y a un dysfonctionnement au niveau de la folliculogénèse qui n'est pas endocrinien. On a les théories génétiques, on a l'insulinorésistance qui est due à quoi? Dans ce terrain d'hyperandrogène, on a une hyperphosphorylisation des récepteurs périphériques à l'insuline, donc ça va entraîner son insulinorésistance. Avec l'insulinorésistance, on a l'alimentation d'hyperandrogénie. Donc, il n'y a pas que les perturbations endocriniennes. Parce que les perturbations endocriniennes entrent plus aussi dans dysfonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'hypothalamus va produire plus de LH, la LH qui va entraîner plus de production d'androgènes par rapport à la FSH. Donc, on a un rapport de L à FSH qui est élevé. Merci, docteur. Alors, pour les autres qui écoutaient la réponse, il faut savoir que les réponses du docteur sont conscientes de la personne qui pose la question. C'est pour ça qu'il était un peu technique. Il savait qu'il s'adressait à une de ses consoeurs. Donc, ne vous sentez pas exclu. La question suivante nous vient de Françoise Fleur. Je cite, une femme peut-elle tomber enceinte de façon naturelle et arriver au terme de celle-ci sans suivi particulier? Oui, une femme, bon, quand on dit sans suivi particulier, c'est bizarre parce que toute femme qui tombe enceinte ou même qui conçoit doit se faire suivre par un gynécologue. Mais maintenant, oui, après donc qu'on ait aidé cette femme-là, elle conçoit normalement, elle se fait suivre. Maintenant, dit que suivi particulier, euh, non. Mais si par exemple une femme qui conçoit, ou bien si une femme chez qui on a mis sur metformine et une femme chez qui on a fait stimulation ovarienne, lorsqu'elle a un retard, elle vient d'emblée concevoir parce qu'il y a certains médicaments qu'il faudrait qu'elle arrête à un moment donné. Donc son suivi de la grossesse va être normal et sera en fonction de son gynécologue de toutes les façons. Il ne faudrait pas concevoir et puis aller rester au quartier que bon, le gynécologue m'a fait il a fait, j'ai conçu, mais après je suis allé rester au quartier pour me faire suivre par une sage-femme. Non, il faudrait revenir à l'hôpital. Merci, docteur. Donc, J'espère que le j'ai doc, répondu à la question. oui, c'est bon. Le doc soulève le fait que vous prenez un traitement pour votre SOPK. En cas de conception, il faut revenir vers lui parce qu'il y a certains médicaments qui seront probablement contre-indiqués en cas de grossesse ou alors de certains trucs qu'il faudra ajouter. Donc, il faut revenir après vers votre médecin en cas de conception et ne pas rester à la maison ou alors sur votre grossesse de façon classique sans vous souvenir de ce qu'il y a des médicaments que vous prenez qui sont susceptibles d'être modifiés. La question suivante nous vient d'Albert Foucault qui aimerait savoir quels sont les symptômes d'un cycle anovulatoire. Les symptômes d'un cycle euh, anovulatoire, c'est cette femme-là qui va avoir son trouble, et elle va avoir ce qu'on appelle un trouble du cycle. Donc, toute femme qui a un cycle qui devient très long, ça veut dire que c'est un cycle qui est anovulatoire. Parce que tous les mois, chaque mois, une femme doit avoir ses règles. Si ça commence à sauter 2 mois, 3 mois, que ça devient très long, donc probablement dans le test, il y a ce qu'on appelle, il y a un cycle anovulatoire d'un ovule précédent. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Raina Jalima qui aimerait savoir si les cycles prolongés sont dangereux, si les aménorrhées prolongées sont dangereuses. Oui, on a expliqué ça tout à l'heure. Dans ce terrain d'hyperostrogénie, c'est une femme qui va avoir une augmentation de la taille de son endomètre. Lorsqu'elle fait plus de 3 mois sans saigner, cet endomètre peut sortir vu que ça va peser en fait. Donc, il y aura donc une chute et rupture des vaisseaux. Donc, c'est une femme qui va saigner abondamment le jour que ce saignement va survenir. Et lorsqu'elle saigne abondamment, elle peut même tomber en état de choc, elle peut faire son anémie, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant également, lorsque on a cet endomètre qui est épaissi à la longue, donc c'est une femme qui ne conçoit pas, qui a un terrain d'hyperextrogénie donc prolongé et à risque plus tard dans sa vie de faire un cancer de l'endomètre. Donc voilà un peu les conséquences qu'on peut avoir dans ce contexte. Merci beaucoup, docteur. Alors, Françoise Flengako revient, je vais citer son propos tel quel. Donc, s'il vous plaît, analysez 2 points. Ovaire polycystique en rapport avec un accoulement utéro-ovarien bilatéral, est-ce que c'est grave? Est-ce que ovaire polycystique en rapport avec un accoulement utéro-ovarien bilatéral est grave? Ovaire polykystique et accoulement hétéro-ovarien, est-ce que c'est grave?
Bon, l'accolement d'abord utero-ovarien, d'habitude, ce sont les séquelles d'infection. Maintenant, est-ce que c'est grave d'avoir le SOP qui est l'accolement utero-ovarien? Il faudrait d'abord qu'on identifie ce que c'est que cet accolement ovarien. Est-ce que c'est séquelles d'infection? Si par exemple, c'est une femme qui a eu des infections plus tard et que ça a causé un accolement utero-ovarien, euh, est-ce qu'il faudrait aussi savoir, est-ce que l'infection qu'elle a eue, donc c'est une séquelle, a peut-être causé des adhérences ou bien des trucs comme de la fibrine dans tout le pelvis. Parce que adhérence pelvienne plus syndrome des ovaires polykystiques peut aggraver son état d'infertilité, par exemple. Donc, il faut vraiment savoir la elle veut dire quoi, par exemple. Peut-être des fois, ça ne veut rien dire, c'est juste une séquelle d'infection qu'elle a eu à avoir. Donc, dire que accolement utero-ovarien et syndrome des ovaires polykystiques, c'est grave, bon, c'est un peu tiré avec, c'est un peu fort en fait. Parce qu'il faudrait gérer d'abord son SOP avant de savoir ce que son accolement utero-ovarien veut dire, tout simplement. Merci, docteur. La question suivante nous vient de mademoiselle Nelly Noah, je cite. Bonsoir, docteur. Est-ce que la méthode de traitement au laser pour le cas de l'hirsutisme est fiable? Ou alors est-ce qu'il y a des récidives? Bon, déjà, ce que la littérature dit, oui, c'est fiable. On peut faire, euh, c'est comme une épilation au laser que les gens font. C'est fiable, mais il faudrait savoir aussi que chaque traitement qu'on administre à un malade a des conséquences, a des avantages, a des inconvénients. Donc, on dit que c'est 100%, 100%, 100%, non. Il y a toujours des réserves qu'il faudrait émettre chaque traitement. Donc, on peut toujours avoir des conséquences par la suite. Allô? Désolé, j'ai Allô? oublié de muter. On a une question suivante qui Oui. nous vient de notre consoeur, mademoiselle Malaika Patricia, qui dit, je cite, en ce qui concerne la prise en charge des femmes ayant SOPK, lorsqu'elle parvient à être enceinte, que faut-il faire pour maintenir cette grossesse à terme lorsque l'on sait le risque de fausse couche et accouchement prématuré dû au faible taux de progestérone de ces patientes? D'accord. D'habitude, lorsqu'on reçoit ces femmes, si on sait qu'il y a un risque élevé de fausse couche sous faible taux de progestérone, on peut les supplémenter, en progestérone. Ça veut dire que si dans l'histoire, j'ai cette femme-là qui a eu à faire beaucoup de fausses couches à répétition, par exemple, et dans l'étiologie de sa fausse couche, c'est peut-être une insuffisance lutéale, autant pour moi, dont la production d'oestrogène n'est pas efficace pour maintenir cette grossesse, on peut les supplémenter tout simplement. On fait une supplémentation jusqu'à ce que le placenta puisse prendre son relais et puis on suit sa grossesse normalement. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de mademoiselle France Fleur Ngalo, je cite, est-ce possible de diminuer les est-il possible de diminuer médicalement, je pense, l'épaisseur de l'endomètre Oui, de c'est façon possible. médicamenteuse? Lorsqu'on, oui, de façon médicamenteuse, c'est possible de diminuer l'épuisement de l'endomètre. Oui, parce que quand ces femmes viennent, elles ont des réalités du cycle. Donc, elles veulent saigner, elles veulent voir leurs règles tous les mois. Donc, c'est possible. Dans la prise en charge, on a dit qu'il y a des progestatifs qu'on peut administrer chez ces femmes qui ont des endomètres qui sont très épaissis pour leur permettre d'avoir dans les menstrues et puis ça va régulariser le cycle. Donc, c'est possible. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Raina Jamila, je cite. Y a-t-il un traitement à effet prolongé, entre parenthèses, parce qu'il m'a déjà été prescrit une fois l'arrêt de la prise et il y a une réparation et il y a eu réparation de l'aménorrhée. Je répète la question, y a-t-il un traitement à effet prolongé parce qu'il m'a été déjà prescrit une fois l'arrêt de la prise et il y a eu réapparition de l'aménorrhée plutôt. C'est-à-dire qu'elle a arrêté son traitement et l'aménorrhée est réapparue. Est-ce qu'il y a un traitement prolongé? Je pense qu'elle veut dire sur le ad Le vitam long terme, aeternam, en je ne fait. sais pas. Bon, Oui. Sommet veut dire, est-ce qu'il y a un médicament qu'on va prendre sur le long terme, pendant longtemps, pour régulariser l'aménorrhée? Non, on l'a dit, euh, tu viens à l'hôpital avec un symptôme, on le règle pendant une période, mais
faudrait combiner peut-être avec une activité physique pour que, peut-être, la seule chose qu'on peut faire à long terme, c'est il y a l'activité physique et les mesures hygiéno-diététiques qu'on peut faire. Maintenant, immédiatement, on peut gérer un symptôme. Si vous avez une aménorrhée suite à un cycle anovulatoire, on peut traiter, on peut gérer cette aménorrhée et ainsi de suite. Mais d'habitude, le cycle reprend normalement avant donc de revenir. Donc, c'est possible à ce que l'aménorrhée revienne encore, mais prendre un traitement au long cours, non. Parce que ce médicament a aussi des effets secondaires par la suite chez la dame, non. Il n'est pas fait pour prendre ça toute une durée de vie. Merci beaucoup, docteur. Alors, mademoiselle Raina Jamila se plaint d'avoir une aménorrhée de 8 mois déjà et elle aimerait savoir quoi faire. Alors, mademoiselle Raina Jamila, je vous suggère de noter le numéro que le docteur Guifo va mettre en commentaire et vous le rencontrez. Surtout si vous êtes dans la ville de Yaoundé, parce qu'il est difficile de mener une consultation juste pas dans un live et dire faites ceci parce que vous avez 8 mois de retard. C'est contre l'éthique médicale. Il faudrait qu'il vous consulte, qu'il voit ce que vous avez eu à faire jusque-là et essayer de vous proposer un traitement. Donc, il va mettre son numéro tout à l'heure. N'hésitez pas à le contacter. La question suivante nous vient de Jenna Batindek. Je cite: quels sont les effets secondaires de ces médicaments? Bon, concernant les effets des médicaments, tout dépend du médicament qu'on prend. Par exemple, les contraceptifs ostroprogestatifs peuvent entraîner des pathologies cardiovasculaires principalement. Peut-être les progestatifs, s'ils sont pris au long cours, peuvent entraîner les atrophies de l'endomètre, tout simplement. Donc, chaque médicament a des effets euh, présents. Et il y a aussi même des médicaments que lorsqu'on les administre, on associe à d'autres médicaments pour pallier à ces effets secondaires. Par exemple, lorsqu'on fait une stimulation ovarienne, on peut adjoindre les oestrogènes. On peut ajouter les oestrogènes. Par exemple, si on donne le clomide à une femme qui est un anti-oestrogène, il faudrait qu'on ajoute un peu les oestrogènes pour contrebalancer l'effet du médicament hormonal qu'on lui administre. Merci. Merci beaucoup, docteur. Une dernière question qui nous vient de mademoiselle Raina Jamila. Je cite: j'ai un cycle anovulatoire. Je suis à 8 mois d'aménorrhée. J'ai été sur du faston. Je pense que c'est elle qui a un problème. Mademoiselle Raina Jamila, essayez de contacter le docteur Guifo. Il sera beaucoup plus aisé pour vous, surtout si vous prenez rendez-vous, qu'il puisse vous aider. Alors, d'habituellement, le live s'arrête à 21h, mais là, il est allé jusqu'à 21h15. Ça veut dire qu'il était assez enrichissant. Ça veut dire que la science était dite par Monena Academy. Donc, docteur, je vais te passer la parole pour que tu dises le mot de fin. Après, je vais clôturer le live. Donc, tu as la parole. Ok, d'accord. Bon, merci déjà au docteur Ivan pour ce mardi médical qui nous a permis de parler du syndrome des ovaires polykystiques. Il faut savoir que c'est une pathologie vraiment qui touche beaucoup les femmes. Euh, Moi, ma thèse, quand j'étais médecin généraliste, j'ai fait une thèse sur le syndrome des ovaires polykystiques qui est là derrière moi. Donc, voilà les résultats. On évalue l'activité physique déjà sur le syndrome des ovaires polykystiques. C'est pour ça que c'est ce pourquoi j'insiste sur cette activité physique et la modification des mesures hygiéno-diététiques qui vont améliorer de façon efficiente le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, si une femme présente un désir de conception avec un cycle anovulatoire ou bien un cycle qui est très très long, faudrait venir consulter car ça peut être un syndrome des ovaires polykystiques. Et en fonction de vos plaintes et en fonction de ce que vous voulez, on peut, on peut résoudre votre problème et vous amener même à concevoir et vous suivre dans le long terme. Donc, comme il a dit, j'ai mis mon numéro en commentaire pour ceux qui ont d'autres questions ou bien pour celles qui veulent consulter. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, chers fidèles auditeurs qui êtes là tous les mardis. Nous remercions monsieur le docteur Guifo pour sa présentation qui était assez brillante. Comme je vous ai dit, chez nous, les internes, vraiment, c'est les meilleurs côté discours, côté explication, côté, comment dire, côté enseignement. Il est accepté de nous dire, de partager avec nous ses savoirs de façon gratuite. Nous espérons qu'il va revenir très bientôt avec un nouveau thème, si Dieu le veut. Et comme il a dit, vous pouvez le contacter si vous avez des soucis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, tous les mardis, on a un nouveau thème qu'on présente. Vous pouvez nous faire des suggestions en fonction des problèmes que vous présentez et je verrai comment trouver un spécialiste par rapport à cela. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, docteur. Bonne soirée. Merci.